Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur l'épisode 91 du Dreamcast Show. Comme vous le voyez, un épisode un peu particulier puisqu'il y a nos petites caméras, mais avant toute chose, on salue tout le monde. On salue particulièrement les fans de PNL, de Diams ou encore de Potiron Rouge Vif d'Étampes. En tout cas, bienvenue sur l'épisode 91 et au programme, eh bien, on va parler tout simplement du petit voyage d'Azad au MSB. Voilà, le programme est très simple. Il en a fait un article, on voulait un peu creuser le sujet. Donc on espère que ça vous plaira. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après la petite pause. Bienvenue à tous et bienvenue à Azad. Azad, comment ça va? Merci de ton invitation. Ça va tranquille. Bien rentré à Grenoble, après une semaine au Mans. Donc c'est cool, entre retournant à Grenoble, j'ai redécouvert que le ciel était bleu. J'avais presque eu le temps d'oublier après une semaine au Mans. Mais sinon, le ciel est orange au Mans en fait. Ah ouais? Est-ce qu'on vit au rythme du MSB, tout simplement, et du ballon orange, au final. Eh bah oui, de la balle orange, au rythme de la balle orange, puisque je crois que leur club de foot, ils sont en N2 ou un truc comme ça, non? Enfin, ils avaient fait faillite. Ils avaient fait faillite. Ouais. C'est un peu la même. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que ils ont un peu eu les mêmes problèmes que le club de Grenoble, le GF38. Genre, ils ont un immense stade, mais du coup, qui est vide tout le temps. Et la veille où j'arrive au Mans, il y avait le PSG qui jouait. Et du coup, je crois que le stade avait jamais été aussi rempli depuis pas mal de temps. Du coup, c'était un peu l'effervescence. Mais ouais, non, je pense que le club de basket s'en sort mieux que le club de foot. Ouais, et puis le club de basket qui a déjà gagné des championnats de France, etc., qui est un club, Ouais. on va dire, un peu historique, quoi, un peu historique. Mais non, oui, tu es le voyageur du Dreamcast Show, clairement, puisque tu vas bientôt aussi à Boston, dont tu as le pull. Ouais. Ouais, Tu fais plein de tu sais, choses, quoi. maintenant, avec les États-Unis, je me dis, je vais attendre d'avoir passé la US Custom et tous les trucs d'immigration avant d'être sûr d'y aller. Tu vois, je me Mhm. dis, en vrai, on n'est jamais à l'abri, donc voilà, on sait jamais. Mais normalement, je devrais pouvoir aller à Boston prochainement. Très prochainement. Et oui, Ouais. après Le Mans. Tu penses sur une série en 7, le MSB, les Celtics, Je pense que le small ball du MSB, il peut quand même bien gêner le manque de mobilité que Boston va avoir dans la raquette avec Cornet et Porzingis, tu vois. Donc Ouais. ça peut être pas mal. Après, j'ai peur que, vu ils manquent parfois un peu de spacing, le MSB, j'ai peur que du coup, la line-up avec Cornet et Porzingis pour protéger le cercle, ce soit un peu compliqué. Mais bon, il y a un match. Et puis, off-ball, tu vois, s'ils arrivent à viser les mauvais défenseurs de Boston off-ball avec Trevor Huggins, par exemple, bah du coup, ils peuvent générer une attaque correcte. Donc non, je crois aux chances du MSB pour prendre un carton. Pour prendre un carton? Oh, Ah oui, t'es un peu dur, là. Tout ça pour non, cette conclusion, c'est dur, hein. C'est non, très je dur. pense que... En vrai, ce serait curieux de voir. Je serais curieux de voir et de me rendre compte à quel point il y aurait une différence. Mais je pense que dans des règles FIBA, du coup, ce serait plus adapté. Bah oui, bah faut un peu, on va dire, maximiser les chances du petit, Hmm. quoi, entre guillemets, quoi. Non, entre guillemets. Entre guillemets. Bon, en tout cas, au moment où on parle normalement, au moment où les gens nous écoutent, Ouais. c'est le All-Star Game. C'est le All-Star Ouais. Game. C'est le All-Star Game, donc les gens ont le temps pour faire d'autres choses que le basket, puisque personne ne regarde le All-Star Game. Par exemple, de suivre la NCAA, comme moi, par exemple, de rattraper son retard. Tomber sur des joueurs incroyables comme Danny Wolf. Danny Wolf, mec, c'est, j'ai découvert ça hier soir. Michigan, non? Michigan, profil de joueur, mais c'est incroyable. Un porteur de balle de 7 pieds. C'est quoi? C'est une version plus grande que Franz Wagner? Plus grande et plus massif aussi. Après, j'ai vu deux matchs, un match et demi, on va dire, un match et Ok. demi. Mais il bouge super bien et il fait vraiment 7 pieds, quoi. Il fait vraiment 2,13 m, mais il joue avec un autre intérieur qui est encore plus grand que lui. Et il joue beaucoup de pick and roll 4-5 à Michigan. Et voilà. Donc,
je découvre des joueurs incroyables. Bref, tout ça pour dire que c'est l'All-Star Game, les gens ont le temps de faire d'autres choses. Ouais. Et donc, de parler d'autres choses, puisqu'on va parler aujourd'hui de ton petit voyage du coup au MSB. On a un peu Ouais. teasé le sujet. Mais avant de commencer, déjà, tu en as fait un article pour QI Basket. Ouais. Donc, si vous l'avez déjà lu, bah voilà. Et si vous voulez le lire, je le mettrai en description, tout simplement. Ouais. Et le but, c'est un peu de creuser, d'aller peut-être un peu plus loin que l'article. Mais c'est vrai que peut-être on va reprendre la trame de l'article parce que finalement, c'est dans l'ordre chronologique. Ouais. Et C'est du un coup, carnet de bord. En un fait, carnet de bord. j'ai pris des notes au fur et à mesure des demi-journées et tout. En fait, j'ai pris le plus de notes possible parce que je savais que ça allait être très condensé et que j'allais découvrir plein de trucs d'un coup. Et je me suis dit, je vais oublier la moitié des choses si je les note pas. Donc, j'ai absolument tout noté. Du coup, il y a des trucs moins intéressants comme genre mes sorties de course à pied ou alors le fait qu'on fasse des lives et des podcasts. Mais j'ai aussi noté tous les trucs que j'ai fait avec le MSB, les entraînements, les après-midi justement juste au bureau avec les assistants coachs et puis le match et un peu tout ce qui tourne autour du MSB pendant la semaine où j'y étais, donc c'est cool. Les pauses café, Ouais, etc. les pauses café. Ah ouais, bah c'est la grande problématique de la première journée parce que du coup, en réalité, bah, un club de basket, ça reste une entreprise et du coup, il y a le coaching staff, mais ils partagent leur bureau avec bah, l'équipe commerciale, l'équipe communication, les trucs comme ça. Et l'équipe commerciale, enfin le MSB, le MSB entreprise, entre guillemets, ce jour-là, ils allaient à Paris pour voir un match de Euroleague, justement, entre collègues du coup de l'équipe commerciale entreprise du MSB. Et sauf que dans le bus qu'ils utilisent pour se déplacer, il y a une machine à café normalement. Mais la machine à café, elle marche plus. Et du coup, au bureau, ils préfèrent utiliser la Nespresso. Je sais pas si on a le droit de dire des marques, mais vu qu'on est sponsorisé par personne, on va le faire. Et sauf que du coup, ils ont pris la Nespresso, qui est la machine préférée normalement aussi du coaching staff, enfin de Guillaume, parce que c'est le seul qui boit du café. Et du coup, il n'y avait plus la Nespresso. Mais moi, je suis un fan de café filtre. Du coup, quand j'ai vu qu'il y avait du café filtre, j'ai dit c'est très bien. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde soit des Bah, grands fans du café filtre, quoi. bah oui, pour moi, le café filtre, c'est un peu. Enfin, c'est un peu. C'est pas terrible, quoi. C'est Mais un oui, peu mais dégueulasse. c'est le romantisme du café, le café filtre. C'est les trucs que t'as sur les aires d'autoroute, un peu genre, tu vois, tu vas au Tim Hortons au Canada, ou tu vas un peu les drives dans les aires d'autoroute ou au bord des grandes routes américaines. T'as un peu ça, t'as le café filtre. Puis le café filtre, c'est ce que tu bois chez ta grand-mère aussi. Tu vois, c'est la machine à café qui a toujours un peu de. Bon, à Ouais. la fin de la journée, le café, il est cuit, quoi. Mais en vrai, je sais pas, moi, le café filtre, j'adore. Genre. Ouais, ok, Voilà. bah parce que tu t'en fiches du goût, quoi. C'est ça que t'es en train de nous dire, tu. Non, je pense que je suis juste un romantique. Voilà, t'es un romantique. Ouais. T'es un romantique. Bah du coup, maintenant qu'on a parlé de café, je voulais commencer, moi. Ouais. Là, j'ai l'article sous les yeux. Et je me disais, en fait, vu que c'est un carnet de bord, ça commence en fait avec ton arrivée au Mans. Ouais. Mais je me disais, ça peut être aussi intéressant de raconter rapidement, peut-être pas dans les ultra détails, Ouais. comment t'es arrivé au Mans en fait. Comment tu t'es retrouvé à aller au Mans parce que bah, c'est vrai que même dans le podcast, on a souvent parlé de, euh, de ta formation de data, Ouais. etc. Mais finalement, c'est un peu ça qui t'a mené à aller jusqu'au Mans. Du coup, bah, je te laisse commencer peut-être avec ça. Comment tu t'es retrouvé au Mans? En fait, j'ai pris le train. Non, mais en gros, l'idée, c'est que, en fait, déjà, Guillaume, on l'a rencontré quand on l'a invité sur une interview. On a fait au début quand on a repris un peu le podcast tous les deux. Donc on le connaissait de là parce qu'en réalité avant ça enfin, j'avais jamais interagi avec lui. Et au moment de commencer ma formation, il y avait tu pouvais faire un projet de fin de formation sur les 2 dernières semaines où tu utilisais un peu la base de données que tu voulais et tu pouvais répondre à des problématiques. Du coup, moi, j'ai contacté Guillaume. Je dis, bah voilà, moi, j'ai potentiellement besoin de données pour me former, mais du coup, ça pourrait être intéressant parce que toi, si tu as des problématiques autour de la donnée, bah, je pourrais essayer d'y répondre avec bah, du coup le peu de compétences que j'ai, mais que je suis en train de développer, quoi. Enfin, que j'essaye en tout cas, du mieux possible. Et du coup, on a pas mal échangé là-dessus, et le projet entre guillemets principal, c'était l'évaluation de la rentabilité des line-up.
En gros, c'était de savoir genre quel line-up fonctionne le mieux, entre guillemets, et aussi potentiellement celle des adversaires. Et à la limite, ça, je pourrais mettre t'envoyer des petites captures d'écran vidéo, comme ça on pourra les mettre dans le podcast pour que les gens voient à quoi ça ressemble. Mais du coup, ça permettait en fait d'avoir les centiles de rentabilité. Et du coup, les rentabilités que j'avais prises, c'était les points par 100 possessions, assez classique du coup, encaissés et marqués, donc en attaque et en défense. Et il y avait aussi la notion de possession par 40 minutes. En gros, dans un match de Betclic à 40 minutes, et du coup, je faisais des ratios de possession jouées par les line-up pour voir quelle était la line-up qui gagnait mieux la bataille des possessions, ou alors quelle était la line-up qui était les plus efficaces en attaque ou en défense. C'était un petit peu un moyen de potentiellement voir quel style de jeu était développé par chacune des line-up et qu'est-ce qui pourrait être potentiellement plus adapté ou pas à un adversaire. Et pareil, du coup, sur les line-up adverses, on pouvait aussi regarder les mêmes genres de rentabilité. Après, j'ai tout mis sur des centiles pour que ça puisse être mis dans des radar charts et que tu puisses, tu vois, comparer la line-up qui a le plus joué au Mans avec celle qui a le plus joué à Monaco. Et vu que c'est que des centiles, bah, t'es pas biaisé, enfin, la visualisation n'est pas biaisée par le type de données que tu regardes. Et du coup, ça a été un petit peu projet du coup autour de la data avec Le Mans. Et du coup, on avait pas mal échangé autour de ça. Et puis parfois, avec Guillaume, on a l'occasion de juste envoyer des messages pour parler de tactique ou juste de basket. Et bon, bah moi, vu que j'ai pas de taf, j'ai du temps pour le coup. Et dis-le comme ça, t'as du temps. oui, j'ai du temps. Voilà, j'ai beaucoup de temps, entre guillemets. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, c'est l'occasion pour moi, je suis jamais venu au Mans, si ça lui allait, de venir voir un peu comment il travaillait, puis pour mieux comprendre, parce qu'en réalité, tu vois, je faisais des analyses sur les line-up du Mans, mais j'avais vu que des matchs, et en plus, la Betclic, c'est un milieu que je découvre, donc j'avais peu de base. Et du coup, bah, de rencontrer les coaching staff et surtout les joueurs, voir à l'entraînement et toutes ces choses-là, ça permet, je pense que dans le futur, de faire des analyses qui seront plus pertinentes parce que du coup, tu as tout l'impondérable que tu vois pas à travers les chiffres ou même à travers les matchs juste télévisés. Mhm. Et du coup, ça venait un peu de là. En gros, c'est moi je me suis un peu invité au Mans, hein. Genre, on va pas se mentir, hein. Moi, il y a personne qui s'est dit, genre, bah tiens, on va aller le chercher lui. C'est plutôt moi qui ai dit, bon, bah, est-ce que je peux utiliser votre donnée? Puis après, j'ai dit, ouais, est-ce que je pourrais venir au Mans? Et du coup, voilà, et ça a donné moi, j'ai passé une semaine. C'était un peu Disneyland pour moi, si tu veux. Genre, j'ai parlé basket matin, midi et soir avec des gens qui en ont fait leur métier. Donc concrètement, ouais, c'était un peu Disneyland au Mans, quoi. Donc c'était très cool. Ouais, ce qui est surprenant quand même qu'ils arrivent à investir pour avoir un parc d'attractions. Un parc d'attractions. Bah, ils ont le circuit, hein. Genre l'endroit où ils s'entraînent, c'est genre juste à côté du circuit du Mans. C'est vrai? Ouais, mais en fait, Ah, je savais pas. le circuit des 24 heures du Mans, il y a une partie qui est sur une nationale. Donc il y a une partie qui est ouverte tout le temps, entre guillemets, parce que du coup, bah, il y a des gens qui passent par là. Et cette partie-là qui est ouverte sur la nationale, tu te prends un tout petit bout pour aller à Antares, qui est l'endroit où il y a le stade de basket et Ok. là où ils s'entraînent et tout. Et ben, du coup, transition parfaite. Transition parfaite. Tu arrives au centre d'entraînement, Oui. là où ils s'entraînent et tout, comme tu dis. Et tout. Et t'es arrivé du coup le mercredi, si je ne dis Matin, pas de ouais. bêtises. Ouais. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que t'as pu assister aux entraînements directement là-bas. Ouais. Et du coup, alors, cette saison, donc 2024-25, le MSB ne joue pas de Coupe d'Europe, si je dis pas de bêtises. Non, ouais. Donc, en fait, ils ont toute la semaine pour préparer leur match du week-end. Si tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Ouais, non, c'est ça. Mais voilà. Et du coup, t'as un peu. Alors, je te laisse me raconter, mais t'as un peu pris la semaine en cours de route, vu que t'arrives le mercredi. Ouais. Et t'es arrivé le jour enfin, ma question, ça va plutôt être euh, enfin, comment c'est préparé parce que dans l'article, du coup, tu parles de, bah oui, en fait, ils préparent la vidéo enfin, ils préparent un entraînement vidéo et des séances vidéo par rapport à leur adversaire du week-end. Ouais. Et du coup, ça, est-ce que toi, tu as pu un peu prendre des notes, des retours, etc. sur comment ils font, combien ils sont à travailler là-dessus, même peut-être, si tu as le droit de le dire. Mais sur comment ça se passe, la préparation d'un adversaire, est-ce que c'est découpé, enfin,
tu le dis dans l'article. Donc voilà, mais pour ceux qui n'ont pas lu l'article, est-ce que c'est découpé en attaque-défense? Est-ce que c'est du spécifique sur eux ils ont un joueur star, etc. quoi. En gros, alors déjà, il y a un truc qui est primordial et moi qui m'a un peu, qui m'a pas dérouté, mais qui m'a un peu fait aussi comprendre l'importance et l'excellence qu'il pouvait y avoir dans ce club et dans les clubs professionnels, c'est que les mecs, ils ont un bagage d'informations sur les joueurs contre qui ils vont jouer qui est énorme. Donc ça veut dire que les mecs, ils les connaissent tous. En tout cas, tu vois, ils sont capables de dire exactement le style de jeu. Après, c'est leur métier, mais du coup, vu que moi, c'est que des joueurs que je connais pas, vu que c'est de la BetClick, tu vois, ça m'a un peu, j'étais un peu là, ils parlaient de noms et de toutes ces choses-là, que moi, c'était pas forcément des joueurs que je connaissais. Ils connaissaient le parcours de chacun. Le coach, en plus, le coach, du coup, il jouait contre Chalon. Le coach de Chalon est l'ancien coach du MSB. Donc, et les assistants de Guillaume Vizade, du coup, qui sont encore au MSB, ont donc travaillé avec Elric Delors, qui est du coup l'ancien coach du MSB et qui est maintenant à Chalon. Donc, il y avait vraiment un truc ils connaissent très très bien le contexte tactique, entre guillemets, de Chalon. Et en gros, il y a 3 assistants, du coup. Il y a un assistant qui s'occupe plutôt des espoirs, en gros, qui est l'entraîneur de l'équipe espoir et qui assiste aussi du coup pendant la préparation des matchs et pendant l'entraînement. Et du coup, ça c'est Jordan Bernard. Ensuite, on a Antoine Mathieu, du coup, qui est le plus expérimenté, qui a été champion de France, du coup, je crois c'était avec les espoirs en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, du coup, la vidéo et les stats, il prépare plutôt ce qui concerne Le Mans. Donc en gros, il va re-regarder les films du Mans et préparer l'entraînement le mieux possible ou repérer des choses qui se sont mal passées. Et alors que du coup, Romain Zvicki, j'espère que je ne vais pas massacrer son nom de famille, mais du coup, Romain, lui, ce qu'il fait, c'est qu'avec la data, il prépare les séances vidéo et les séances d'entraînement en fonction de l'adversaire. Du coup, tu vois, tu as 3 assistants à Guillaume Vizade qui ont chacun un peu un cluster de choses qu'ils font. Très particulier et très précise. Ouais. Et la partie espoir est hyper importante parce que les espoirs, certains des espoirs s'entraînent avec les pros et sont sur le banc aussi les week-ends. Parce que du coup, les espoirs ont le même calendrier que les pros. Donc ça veut dire que les déplacements, ils les font avec eux. Et les jours de match, ils jouent le match juste avant. Et du coup, parfois ils enchaînent les deux, quoi. Et du coup, tu as vraiment un truc qui est divisé un peu en 3 parties. Et là, pour la partie du coup de préparation de Chalon, ce qui se passe, c'est que du coup, ils ont déjà la connaissance parce qu'ils ont l'habitude de regarder, ils regardent tous les matchs de BetClick, donc ils connaissent exactement le style de jeu. En tout cas, ils ont une première idée du style de jeu basée sur la connaissance et la perception du match qu'ils ont. Ensuite, ils s'appuient sur des stats. Chalon étant une équipe qui passe beaucoup par du post-up, par exemple. Et ça se voit dans les stats. Et aussi une partie qui se voit pas dans les stats, c'est qu'ils passent beaucoup pour du post-up pour créer et pas seulement à la finition. Donc il y a une grosse gravité de post-up. Et pas mal de catch and shoot aussi. C'est plutôt une équipe offensive parce que du coup, défensivement, ils ont des profils qui sont des profils de post-up en attaque, mais du coup des intérieurs pas très mobiles, par exemple en défense. Mais du coup, voilà. En gros, ils regardent pour le mercredi, du coup, ils avaient préparé les systèmes qu'ils avaient reconnus du côté de Chalon, et ils les font jouer tout simplement à l'entraînement par l'équipe du MSB. Et du coup, ça permet, entre guillemets, déjà de faire du 5 contre 5, entre guillemets, sur demi-terrain. Donc faire de l'opposition, mais faire de l'opposition où c'est les systèmes de Chalon qui sont utilisés. Donc quand tu défends, tu t'y prépares. Et quand tu es en attaque, ça te permet un peu de faire une genre de simulation de comment Chalon approche le jeu. Et c'est une bonne mise en situation, entre guillemets. Mais du coup, par rapport à ça, je pense qu'il y a un petit truc qui peut être intéressant. C'est quand ils font du 5-5, alors je pense que c'est du coup les 5 titulaires d'un côté et les 5 remplaçants de l'autre, enfin entre guillemets, ou pas forcément? Et d'où le sujet d'avoir travaillé avec la data sur les line-up avec Guillaume, c'est qu'en fait, il y a plusieurs line-up possibles et ils ont un groupe qui peut être un petit peu mis dans plein de formations différentes. En fait, ils ont pas de rim runner, ils ont pas d'intérieur qui est très grand, par exemple. Donc, ils ont des intérieurs plutôt mobiles, plutôt des joueurs de short roll. Mais du coup, ils en ont plusieurs un petit peu de ces intérieurs mobiles-là. Du coup, ça veut dire que tu peux potentiellement les mettre avec différentes personnes. Là, il y a ta caméra qui a disparu, donc je ne sais pas si elle va revenir. Je te laisse parler, vas-y, Ouais, je ça marche. m'occupe qu'elle revienne.
Ok, et du coup, t'as ce truc-là t'as pas un 5 majeur et un 5 de remplaçant, parce qu'en fait, t'as beaucoup d'échanges. Par exemple, ils ont Tyson Thomas, qui est l'intérieur peut-être qui a le plus de... Disons que c'est l'intérieur qui a peut-être le plus d'influence sur le jeu quand il joue, mais qui commence sur le banc. Tu vois, c'est pas un sixième homme, parce qu'en réalité, en termes de minutes, il va presque jouer autant que les titulaires. Donc c'est là où il n'y a pas vraiment, en tout cas dans ma perception de leur jeu, il n'y a pas vraiment de gros titulaires ou de remplaçants attitrés. Tu vois, Noah Penda, c'est le joueur qui joue le plus. Il joue 26 minutes et lui, il est titulaire. Et du coup, Tyson Thomas, qui est un remplaçant, c'est le deuxième joueur qui joue le plus. Il joue 23 minutes. Et du coup, Trey Buchanan, il commence sur le banc, il joue 22 minutes par match, il joue plus. Enfin, tu vois, t'as quand même un niveau de minutes qui est assez bien réparti. T'as énormément de joueurs qui jouent plus de 20 minutes et t'en as aucun qui joue plus de 26. Donc t'as un truc un petit peu t'es pas vraiment un 5 majeur. Du coup, ce qui permet à l'entraînement d'avoir un niveau hyper homogène quand tu travailles. Et aussi, ils ont chacun des forces et des faiblesses, et ça, on va plutôt en parler du coup sur la journée de jeudi. Mais du coup, Ouais. pour préparer l'attaque du Mans, tu peux aussi faire des 5 où justement, tu essayes de générer un petit peu la meilleure line-up avec la meilleure synergie possible pour chacune des faiblesses et des forces des joueurs. Mais du coup, quand ils préparent l'entraînement du coup face à l'attaque potentielle du coup l'attaque potentielle de Chalon, ils font beaucoup plus de post-up que eux ils en font pour de vrai. Tu vois, il y a peu de post-up dans l'attaque de Mais, Chalon, mais, mais du coup mais du sur coup, ces actions-là, oui. tu vois, sur les post-up ou tout ce que tu dis, ce qui est un peu intéressant, et t'en parles un peu, mais qui, du coup, parce qu'ils ont repéré des systèmes Ouais, de Chalon, on est ouais. d'accord? Et donc, il y en a bien qui jouent ces systèmes, entre guillemets, pour s'habituer à les défendre. On est d'accord? Ouais, bah les deux en fait, les deux 5 enchaînent attaque et défense et Ok. les deux jouent les deux. En gros, ils ont une séance En vidéo gros, où ils analysent les systèmes, ensuite ils les répètent c'est entre du guillemets. 5-5 que de la défense, entre guillemets. Enfin, que de la défense. On travaille que la défense, puisque les attaques jouent les systèmes de Chalon. Oui, mais d'un autre côté, tu vois, ils mettent un gros accent sur bien poser les écrans pour créer des vrais espaces, et ça, c'est des répétitions que tu fais sur des actions. Et ça peut Oui, être aussi des actions qui peuvent être utilisées. Tu vois, il y a un moment, ils jouent pas mal sur des horns flare, par exemple. Enfin, nous, ce qu'on appelle des horns flare. Après, ils ont tous ils appellent ça tous de manière différente, mais ce que nous on appelle des horns flare. Donc, tu vois, tu commences en horns et du coup, tu vas utiliser potentiellement un flair pour t'ouvrir un 3 points. C'est un truc que parfois le Mans va pouvoir jouer, mais aussi du coup du côté de Chalon. Mais potentiellement, par exemple, là sur Chalon, il rajoutait un espèce d'hammer screen. C'est pas forcément quelque chose que moi j'ai vu par contre du côté du Mans. Donc tu as des choses où tu vois, tu as des actions un petit peu qui se mettent en place du côté du mhm. Mans qui peuvent être inspirées de ce que fait Chalon. Tu vas te recroiser à certains moments, mais c'est plutôt pour s'habituer à un certain flow de l'attaque du côté de Chalon et essayer aussi de le répéter pour t'y préparer défensivement. Et dans tous les cas, ça te fait des répétitions offensives parce que tu travailles les passes, tu travailles la pose d'écran, tu travailles la position par rapport au ballon, tu peux travailler même, parce que du coup tu as les espoirs qui participent, certains, donc eux, ça leur fait des répétitions aussi à haute intensité sur du haut niveau, et puis ça permet de garder une certaine forme. Et ensuite, ce qu'ils font, il y a une vraie notion de momentum de match qui est hyper importante, parce que du coup, Chalon, c'est une équipe qui est très forte offensivement. Du coup, si elle score 2 possessions d'affilée, ça peut très vite créer un run. Et à l'inverse, du coup, si tu arrives à pas, entre guillemets, leur laisser prendre de momentum, c'est là où tu peux potentiellement très vite générer un avantage. Parce que défensivement, ils sont problématiques chez eux. Donc tu as un peu ce truc-là, tu as une vraie volonté de faire des stops le plus possible et d'arriver à scorer ensuite. Et du coup, une fois qu'ils ont travaillé les sets de Chalon, les systèmes de Chalon en 5 contre 5 sur demi-terrain, ils passent en tout terrain. Et pour pouvoir marquer un point, il faut réussir un stop, marquer et refaire un stop. Hmm. Et du coup, c'est le C'est premier qui presque. est C'est marrant premier parce qui que en perd. c'est ce qu'il disait un peu quand on l'avait interviewé, mais qui mettait Ouais, beaucoup l'accent. Enfin, là, de ce que tu me dis, je trouve il y a deux choses qui ressortent. C'est l'adaptation à l'adversaire, ouais, l'adaptabilité en fait de son système de jeu, oui. et la notion de kill et de momentum en fait. Ouais, ouais, Du c'est coup, un ça, ouais. kill pour lui, si je dis pas de bêtises, enfin,
C'est pas pour lui, c'est pour le coup un kill. C'est même les Américains Ouais, en c'est parlent. 3 C'est possessions 3 d'affilée. possessions. Ouais, c'est 3 Ouais, stops d'affilée, si je dis pas de bêtises. C'est ça? ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, au final, ça reste un travail beaucoup orienté de ce que tu dis sur l'adaptation à l'adversaire. Et du coup, j'avais une autre question, c'est par exemple quand ils travaillent les systèmes, que ce soit les Horns Flare ou des choses comme ça, enfin ils travaillent la défense de ces systèmes, on est d'accord. Ouais. Euh, est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils travaillent une couverture type ou est-ce que pareil, c'est un peu de l'adaptation et ils travaillent une couverture par joueur ou est-ce qu'ils travaillent un plan A, un plan B ou comment ça se passe un peu de ce point de vue-là? Eh ben, ça va dépendre du coup de ce qu'ils auraient fait face à l'adversaire, entre guillemets, pour s'y préparer. Et du coup, l'approche, comme c'est des joueurs qui sont plutôt petits mais mobiles, entre guillemets, même les intérieurs, c'est de faire du step and recover et ou alors du step and plug, donc ce qui s'appelle genre faire une sorte de switch et après venir à deux sur les extérieurs et essayer sinon le 1 contre 1 au post-up de le tenir le plus possible pour éviter les prises à deux parce que du coup, là où Chalon génère beaucoup d'attaques, c'est que du coup, ils arrivent une fois qu'ils arrivent à toucher le post-up, ça crée de la gravité et ils peuvent faire des catch and shoot. Donc il y a la Mhm. volonté de jouer un petit peu le post-up pour un contre un et en amont faire que le post-up ne soit pas généré en essayant de deny le plus possible l'entrée du post-up aussi. Et ça, c'est des trucs que tu peux répéter à l'entraînement parce que du coup, t'as pas besoin d'avoir un bon joueur de post-up, entre guillemets, pour pouvoir travailler sur le fait de rendre l'entrée la plus difficile. Et ça permet de faire de la répétition aussi, de faire ces exercices-là, notamment, tu vois, sur se projeter en contre-attaque. Il y a un moment où, du coup, genre, il y a un stop sur le jeu où il faut faire stop, marquer et refaire un stop. Et une des deux équipes se projette pas assez vite en contre-attaque. Du coup, prend un temps mort pendant l'entraînement et dit, bah non, là, vous voyez bien que si, le but, c'est d'arrêter, enfin, de faire un stop et d'aller marquer derrière. Donc, enfin, vraiment ancré dans l'équipe de genre, tu fais un stop, tu relances le plus vite possible. T'accélères, ouais. Oui, voilà, parce que le but, c'est de créer un momentum par rapport à ça. Et t'as aussi le truc de genre comment tu te passes en transition. Tu vois, il y a un moment tout con où il reprend un temps mort parce que il y a un mec qui prend son couloir gauche et il y a un autre joueur qui était censé plutôt venir jouer à l'intérieur, mais qui était à la droite du terrain et en fait qui vient couper pour se positionner à sa place de demi-terrain normalement. Mais du coup, il rentre en plein milieu de la transition, plein milieu du truc. Du coup, ça ralentit la transition. Mm. Et là, il y a un moment, il dit non, non, là, genre, transition, c'est chacun respecte ses couloirs, laissez l'accès au cercle le plus possible pour avoir des couloirs de drive et venez pas, genre, enlever du spacing là où il y en a le plus qui est sur la transition, entre guillemets. Donc, Ouais. t'as ces trucs-là aussi, quoi. Et autre chose qui est un peu intéressant, mais ça fait peut-être écho à ce que tu dis plus tard dans l'article, mais dans l'effectif du MSB, du coup, il y a notamment un joueur du coup qui est bien connu, on va dire, notamment bah, du coach de Chalon, qui est, j'ai perdu évidemment son nom maintenant, mais qui est un non-shooter. Il y a un joueur majeur qui est un non-shooter. Ouais, qui Si revient tu- de blessure en plus. Voilà. Et alors, c'est quoi son nom? J'arrive plus à C'est retrouver. Abdoulaye Ndoye. Abdoulaye Ndoye, pardon. Euh, et du coup, ce que tu dis un peu, c'est que lui, c'est un non-shooter, mais du coup, sur, on va dire, la phase où on s'entraîne à défendre Chalon, bah en fait, on le défend comme un shooter, si je dis pas de bêtises. Ouais, alors ça sera plus dans la partie jeudi où ils vont travailler du coup leur système à eux pour justement trouver des solutions face Mhm. à comment ils peuvent l'utiliser le plus possible. Mais oui, en réalité, c'est pas le seul entre guillemets non-shooter qu'il peut y avoir dans l'équipe du Mans. Mais les shooters, enfin les joueurs sont à peu près tous respectés à 3 points à l'entraînement. Et en même temps, t'as la notion de, bah, c'est un peu difficile de genre, parce que du coup, il y a ces pression assez psychologique de considérer un joueur comme un non-shooter. Et l'entraînement, c'est plutôt un safe space où du coup, c'est un endroit pour te mettre un petit peu en confiance. Et du coup, je pense que bah, tu as la volonté de pas justement appliquer cette menace psychologique d'être enfin, d'appliquer un traitement de non-shooter à un joueur. Et à l'inverse aussi, du coup, les très bons shooters que sont Trevor Higgins et David Dileo, ils ont des bien meilleures opportunités, entre guillemets, je trouve, en tout cas à l'entraînement, qu'en match. Parce que du coup, C'est un peu le les, phénomène inverse, quoi. ouais, c'est ça. Bah oui, parce que du coup, si tu respectes tout le monde au niveau du foot à 3 points,
les vrais tireurs d'élite, tu vas moins pouvoir les couvrir à plusieurs, entre guillemets, et il y a moins de gravité, si tu veux, à l'entraînement. La gravité qu'un shooter va avoir, ou la non-gravité qu'un non-shooter peut avoir, elle a moins d'impact à l'entraînement qu'en match. Oui. Oui, oui, bah, parce que tu t'entraînes aussi finalement, enfin, tu t'entraînes pas à défendre tes propres joueurs, entre guillemets, quoi. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, quoi. Tu Ouais, t'entraînes à défendre des joueurs un peu plus. oui, parce qu'il faut faire des répétitions comme si tu te prépares à Voilà. t'entraîner, à défendre. Donc, tu as aussi, sans forcément travailler l'attaque, tu travailles la défense. C'est vraiment une idée de. Bah, c'est pas de la répétition au sens bête du terme, c'est plus en termes de genre générer de l'expérience, générer à ton esprit, ton corps, bah, même le lien entre les deux, le plus d'expérience possible, assimiler le plus d'expérience basket possible dans un petit laps de temps pour te remettre en jambes avant le match en ayant aussi connaissance de tout le contexte qui va autour, quoi. Mais du coup, voilà un peu comment ils ont préparé par rapport à l'attaque du coup Hmm. de Chalon. Et ensuite, ils travaillent aussi les baseline action et les sideline action. Mais ça, ils le font le vendredi. Et on Et, n'y est pas pas le, encore. et on n'y est pas encore. Mais du coup, voilà. Avant que tu me poses la question, Ok. c'est un truc à réfléchir dans Et la oui, semaine. bon, après, j'imagine qu'il y a l'entraînement collectif et après, il y a aussi enfin, des entraînements, des joueurs qui peuvent faire des séances individuelles, etc. Mais ça, c'est un peu moins. Enfin, des séances de shoot ou des choses comme ça, mais un peu moins passionnant, on va dire. Du coup, le jeudi matin, c'est quand même intéressant parce que tu dis que tu tournes un podcast, du coup, avec. non, non, je déconne. Le jeudi matin, du coup, c'était un peu plus off, si je ne dis pas de bêtises. Mais du Ouais, coup, on en a commencé à en parler. Mais du coup, le jeudi après-midi, ils vont plus travailler leur système offensif pour cibler Chalon, voilà. cibler la défense de Chalon. Et c'est là où c'est peut-être le plus intéressant, c'est parce que là, pardon, je vais y arriver à dire ce que je veux dire, mais parce que l'ancien entraîneur du Mans est le coach actuel de Chalon. Et donc, il connaît très bien la plupart des joueurs, Ouais, notamment notre fameux Abdoulaye Ndoye, qui est un non-shooter. C'est ça. c'est Et ça. Mais un donc, un porteur de peu balle aussi. un C'est porteur ça de aussi. balle, ouais. Ouais. Et donc, tout l'enjeu, si je ne dis pas de bêtises, enfin, que tu peux nous détailler, mais ça a été un peu de bah, comment on va faire pour essayer de contourner le fait que ce soit un non-shooter. Et sachant que le coaching staff adverse le connaît très bien et il va avoir, il va pas forcément être respecté, etc., etc. Donc, ça a été un peu l'enjeu, c'est de comment est-ce qu'on va faire vraiment pour contourner ce problème du non-shooter, quoi, si je ne dis C'est pas de ça. bêtises. Et du coup, c'est des conversations qu'ils ont dans les bureaux avant d'aller à l'entraînement. Et du coup, ils choisissent un petit peu deux angles. C'est du coup les écrans entre petits, déjà, pour générer un peu de la confusion et un peu du dynamisme autour de ce porteur de balle là, du coup, Abdou Ndoye, parce que du coup, si tu as un autre garde qui vient poser un écran qui lui est un très bon shooter, et en fait, ils font un espèce de ghost screen avec un flair, en gros. Et ils Mm. appellent ça, je crois qu'ils appellent ça je sais plus ah non, ça c'est oui, donc ça c'est le GG, c'est l'écran entre deux guards du coup. Et du coup, ça ressemble un peu à ça. Et par exemple, tu as d'autres shooters qui ont beaucoup plus de gravité. Donc ça permet en fait tu vois, un peu de compenser et d'ajouter du dynamisme à l'attaque. Et l'autre action qu'ils ont, c'est de point, où du coup, c'est une situation en horns, où Abdou, du coup, a la balle en tête de raquette en position 1 du horns. Et en fait, en haut du horns, en haut du triangle du horns, tu as du coup les deux intérieurs, normalement deux intérieurs qui sont au niveau de l'elbow, au coude de la raquette. Et là, ils mettent un intérieur qui a un bon jeu de passe, Tayshaun Thomas ou Noah Penda ou Wilfried Higuet. Et ils mettent un autre arrière à la place d'un autre intérieur en haut. Et du coup, ce qui se passe, c'est que tu as la gravité du shooter, tu as un bon passeur en tête de raquette, et tu as Abdou, du coup, qui, le fait d'être un non-shooter, il peut utiliser le cut. Et du Mm. coup, bah, c'est en fait, il utilise le downscreen un petit peu du shooter qui est au poste 2. Si le défenseur passe au-dessus et il se retrouve bloqué, Tayshaun ou le joueur qui a l'intérieur qui a le ballon peut envoyer sur le cut. Et à l'inverse, s'il est couvert, là, le shooter qui est en haut de la raquette, il peut
partir sur un end-off et aller récupérer le ballon et du coup profiter de l'écran du joueur qui a le ballon sur le end-off. Et du coup, c'est une action qui est assez dynamique et qui permet de mettre en action le joueur qui est un non-shooter mais un porteur de balle et qui est en plus de ça très dynamique. Parce que du coup, c'est un grand porteur de balle, c'est un mec qui fait la taille d'un poste 4 quasiment en Betclic Elite et du coup qui est hyper important défensivement, qui est un très bon passeur. Du coup, il te le faut sur le terrain, mais il faut qu'il arrive à être en confiance et que aussi il soit une menace et que ce soit qu'il y ait un certain dynamisme autour de lui. Et du coup, c'est pour ça qu'en plus, du coup, il lui fait commencer le match pour le mettre en confiance directe parce qu'en plus, à l'entraînement, ils sont capables de dire qui a fait une bonne semaine et qui, genre, vraiment a tu vois, potentiellement besoin d'être sur le momentum de la semaine d'entraînement qui s'est bien passé. C'est le cas d'Abdou. Et du coup, ils lui font commencer le match. Et le premier système, on le mettra en vidéo dans le podcast, c'est justement ce point où du coup, il envoie le ballon en tête de raquette, il utilise l'écran, il coupe au cercle et il finit. Et du coup, bah, tu vois, j'ai la vidéo de genre quand il le travaille à l'entraînement et j'ai la vidéo où il le joue au premier système d'un match. Et du coup, pour un fan de tactique, t'es là genre... Oh, fantastique. Tu sais, c'est genre, t'as l'impression d'avoir vu les blueprints de la chapelle Sixtine et après de la visiter, tu vois. Bon, j'exagère un peu, mais tu vois, t'as un peu ce truc-là de genre, j'ai vu d'où c'était venu, pourquoi ça a été fait comme ça et quand ça arrive en plein match. Surtout que du coup, en plein match, il y a le truc de, quand ils ont commencé du coup le match, ils ont mis une sorte d'intérieur, entre guillemets, enfin un joueur assez lent sur Abdou justement pour lui faire le traitement du non-shooter et eux ils ont pris totalement ça à revers en le faisant porter la balle du coup au lieu de le faire porter à un autre joueur et en le mettant en action. Du coup bah le truc était hyper bien porté quoi. Et alors bon, je sais pas si c'est forcément pertinent ce que je vais dire, mais ça me fait vachement penser à, en fait c'est un peu des contre-moves classiques que nous on connaît en NBA, tu vois par exemple. Ouais. Là, bon, c'est sans doute biaisé, mais ça me faisait vachement penser quand tu me l'avais raconté, enfin quand tu me le racontes, à ce que les Warriors faisaient avec Stephen Curry en fait. C'est-à-dire qu'ils l'utilisent pour un écran descendant, un down screen pour un non-shooter, pour voilà qui peut cutter, que ce soit à l'époque Draymond Green parfois ou Iguodala ou des choses comme ça. Et en fait, soit ça crée un cut, soit ça crée un shoot ouvert pour Stephen Curry derrière. Parce que si jamais ils anticipent trop le cut, et ben Curry se retrouve derrière et ça crée vraiment ce dilemme. Mais tout ça pour dire que du coup, c'est un peu des... Et le fait de porter la balle, bon, on en parle souvent, c'est un peu un truc classique, quoi. Le non-shooter, si tu mets un pivot, le contre-move, tu lui donnes la balle et encore faut-il qu'il ait la création et la capacité à créer suffisante. Mais du coup, est-ce qu'il y a un côté où c'est inspiré de ce qu'il voit aussi ailleurs, ou c'est carrément des trucs, c'est tellement automatique que c'est écrit dans les cahiers, quoi. C'est écrit dans les règles, et on sait que si la défense adverse fait ça, on va faire ça, ou c'est, tiens, on va essayer de s'inspirer de une autre équipe qui, soit elle joue en NBA, mais pas forcément, soit elle joue en deuxième division belge, et ils ont fait ça, ou je sais pas, tu vois. Est-ce que il y a... est-ce que c'est un peu des deux? Comment ça se passe? Il y a un peu tout. Guillaume Bizat, du coup, il regarde pas mal. Il regarde tout en France, et je pense même sur les ligues européennes aussi. Enfin, sur l'Euroleague et l'Eurocup. Donc, déjà, il y a tout ça qui peut s'utiliser comme inspiration. Il y a une grosse influence aussi de la NCAA dans son coaching, je pense, et dans son approche, parce que c'est là où il y a aussi beaucoup de coachs historiques qui développent justement un petit peu des principes de jeu. Et il utilise aussi du coup beaucoup Twitter et Internet comme pour faire de la veille entre guillemets, et il utilise les analystes aussi Twitter et les analystes YouTube pour pour s'octroyer des fiches de lecture entre guillemets. Il dit j'ai pas le temps de regarder un match NBA, mais par contre les analyses qu'il peut y avoir de matchs NBA, ça me permet d'avoir une fiche de lecture et potentiellement voir comment ça évolue. On parlait par exemple là en DM des Raptors qui du coup sont très bien coachés en attaque, alors qu'ils ont pas mal de non-shooters. Ils n'ont pas de mecs qui soient vraiment capables de créer non plus à partir de rien offensivement, avant d'avoir Brandon Ingram, même si, bon, bref.
Et du coup, genre, tu vois, ça peut être des inspirations là-dessus. Parce que du coup, tu as des intérieurs qui sont assez mobiles, qui peuvent un peu porter la balle, qui peuvent passer aussi. Donc après, t'as aussi l'idée d'avoir une connaissance un peu du monde du basket pour savoir reconnaître des équipes qui correspondent un petit peu à ta morphologie et sur laquelle tu peux potentiellement t'inspirer pour trouver des idées d'optimisation de tes joueurs, quoi. Ouais, ok. Et il y a un peu de tout. Enfin, il y a vraiment l'envie de voir à chaque endroit du globe où est-ce qu'il pourrait y avoir. Il a parlé de Ouais. Yukon un peu. Il a parlé de Yukon. Non, on a parlé de Villanova, beaucoup. Ok. Donc, Donc, tu vois, en tant que fan des Knicks, tu dois être ravi. c'est un peu la maison. C'est un peu la C'est un maison. peu la maison. Mais du coup, c'est quand même enfin, la consommation basket est remarquable. Ben, vraiment, s'ils sont pas en train de regarder du basket, ils sont en train de parler de basket. Et s'ils sont en train de faire ni l'un ni l'autre, c'est parce qu'ils sont en train de coacher des basketteurs, quoi. Donc en vrai, il y a aussi l'aspect de genre, c'est un truc constant de regarder, de s'imprégner, de comprendre, de décortiquer, de fouiller, de faire des... Enfin, c'est vraiment le but, c'est de... C'est leur vie, quoi. C'est leur vie. Ouais, oui, bah, Oui, dimanche enfin. matin, quand j'étais en train de prendre mon train pour repartir pour Paris, Guillaume, il était déjà en train de me dire, genre, ah ouais, c'est vrai que défensivement, lui, il a fait n'importe quoi hier en parlant de, je sais plus quel joueur de Chalon, mais du coup, il y avait vraiment ce truc-là de genre, on est dimanche matin, le match, enfin, on est rentré vers minuit et demi, 1 heure du match de la veille. Le dimanche matin, il est déjà au boulot en train de regarder le match de la veille, quoi. Donc, Ouais. t'as un truc de. C'est constant. C'est, Après, c'est- moi, tu vois, je suis là, genre, oui, ça me paraît normal, mais je pense parce que je suis encore dans la période. Tu sais, je suis un peu dans la honeymoon du basket tactique Oui. et de la découverte du truc. Je me dis, putain, quand t'as fait ça fait un moment que tu bosses, je crois qu'il a juste à peine plus de 40 ans, Guillaume. Il a coaché à tous les niveaux, aussi un petit peu sur des équipes nationales de jeunes, et pourtant, bah, dimanche matin, même après une victoire de plus de 25 points, Mhm. regarde ce qui s'est passé. Parce que du coup, Guillaume, il y a un truc qui peut être intéressant en parlant un peu de stats. Il a sa propre métrique, disons, où il évalue, il regarde tous les paniers encaissés, entre guillemets, et il évalue à qui est la faute. Et du coup, il enlève des points, il met des points. Et ce Et qui est, ce qui est ouf, c'est quand tu me l'as raconté, c'est que il s'évalue aussi lui-même. ouais, oui. Si c'est un problème de coverage, si c'est tactiquement que l'idée est mauvaise, bah, du coup, il peut s'enlever des points. Et en plus, lui, pour le coup, il peut s'enlever des points entre guillemets à toutes les possessions. Alors qu'un joueur, il va jouer que 28 minutes, lui, il fait des matchs de 40 minutes. Parce que du coup, tout ce qui se passe sur le terrain, il a forcément eu Mhm. un peu son mot à dire dessus. Mais oui, oui, il y a un truc un peu genre chacun peut perdre des points et chacun peut en marquer aussi. Et ça, c'est pas mal parce que du coup, c'est une métrique qui est faite par. Ah, donc, du coup, c'est à sa propre appréciation. Et c'est à l'œil. Pour le C'est coup, à c'est pas de l'œil. stats, c'est que du A-test, entre guillemets. Ouais, mais du coup, vu qu'il note à chaque fois, Ouais. si tu es discipliné sur des trucs que tu fais à la main et que tu as un process, ça peut fonctionner. Tu vois, si tu notes, si tu évalues chacune des erreurs, tu leur donnes une grille tarifaire, entre guillemets, tu la respectes et que tu fais ça sur toute une année, bah, au final, la valeur brute, elle est peut-être pas bonne, mais la valeur que ça aura au fur et à mesure de l'année que tu peux suivre, celle-là, elle est excellente si tu as une discipline de toujours garder Ouais, mais la c'est même ouf façon parce d'évaluer. que ça nécessite quand même une discipline de tout Oui, regarder tout le temps dans le moindre détail, chaque possession défensive, quoi. bah ouais, mais d'un autre côté, tu vois, il y a un truc, j'en parlais avec du coup un des joueurs à la fin du match samedi, où on parlait bah, tu vois, de la discipline, à quel point ils étaient rentrés tôt dans le match, ils étaient disciplinés, ils avaient récité le truc qu'ils avaient appris. Je dis, bah ouais, mais en même temps, c'est notre métier. Je suis là, genre, oui, c'est un bon point d'un autre côté. Genre, Si tu le fais pas, ça, si tu le fais pas, ça se bon. tient, tu vois. J'étais là, genre, oui, en effet, ça se tient. C'est vrai que c'est votre métier, mais bon. Mais après, je reviendrai sur la conversation que j'ai eue avec lui pour finir. Mais oui, parce que du coup, on arrive au vendredi. Alors, Ouais, si tu veux nous parler des baseline action, pourquoi pas. Mais non, mais parce qu'en fait, non. Avant, il y a encore le jeudi, il y a un truc qui est un peu intéressant et que je pense qui peut être intéressant à développer. C'est, tu parles d'un peu développer la théorie sur les 11 groupes de joueurs. ok. Alors, du coup, pourquoi on en arrive là?
Alors, ouais, pourquoi on en arrive là? Et aussi, qu'est-ce que c'est finalement? Parce que tout le monde n'est Ouais. peut-être pas au courant de ce que c'est. Et bah, en fait, tout simplement, c'est quelque chose que Guillaume, lui, a déjà utilisé. Et en gros, il avait demandé à un ancien, je crois, étudiant en mathématiques de l'aider sur ce projet-là. Et en gros, c'est un moyen de clusteriser les joueurs, donc faire des groupes de joueurs en fonction de leurs statistiques un petit peu. Et pour avoir, du coup, au lieu de regarder les intérieurs, les extérieurs, ou tu vois les postes 1, poste 2, poste 3 un petit peu classiques, c'est de faire 11 groupes de joueurs et pour pouvoir potentiellement les reconnaître et tu vois identifier les groupes de joueurs que tu as en interne et ensuite potentiellement aller recruter ce qui peut te manquer. Et du coup, il faut utiliser du coup, pas mal d'analyses de données pour pouvoir générer ces 11 groupes de joueurs que j'arrive absolument pas à retrouver dans mon PDF, mais du Mais coup, du coup, c'est c'est inspiré d'une étude statistique, entre guillemets, qui a été utilisée. Tu vois, c'est un peu les groupes qu'on va retrouver maintenant Basketball Index. sur Basketball Index, ouais. Mais lui, c'est un truc qu'il aimerait utiliser, par exemple, pour le recrutement, qu'il avait pu utiliser une année parce qu'il y avait quelqu'un qui lui avait préparé entre guillemets, la clusterisation. Mais après, le truc, c'est que pour maintenir le truc, le mettre à jour, si la base de données, elle évolue rien que dans la nomenclature des stats qu'elle donne, bah, après, c'est toujours compliqué, quoi. Mais du coup, c'était une des conversations qu'on avait justement parce que potentiellement, tu vois, la fin de saison arrive bientôt, il faut déjà préparer la prochaine, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors, est-ce que du coup, il y a les rôles offensifs et défensifs aussi? Alors, c'est plutôt des rôles généraux. Tu as offensive ball handler, defensive ball handler, Ok. combo ball handler, shooting ball handler, role playing ball handler, 3-point rebounder, scoring rebounder, paint protector, scoring paint protector. Et après, tu as NBA first team, NBA second team, role player. Et ensuite, tu as one of a kind, qui est genre un joueur qui est seulement peut-être un outlier dans un truc Ouais, en j'imagine. particulier. Et en fait, chacun des joueurs. En fait, le truc, c'est que chacun des joueurs peut correspondre à différents clusters. Bah oui. Et en fait, Mhm. le cluster auquel tu vas le plus correspondre, entre guillemets, c'est celui auquel tu correspondras. Ok, ok, Mais, ok. mais du coup, voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, il faut que j'arrive à répéter un petit peu cette chose-là pour pouvoir potentiellement, si j'y arrive, les aider sur le recrutement Pour pour la avoir saison du coup prochaine. des profils qui sont très ciblés. Bah déjà, Mais identifier les profils que tu as en interne par ouais, rapport aux prolongations de contrat que tu vas faire ou pas. Et ensuite, voir où est-ce que tu peux aller trouver des joueurs qui sont dans ces catégories-là. Et ensuite, avoir des indicateurs de performance aussi ensuite par rapport à ça. Mais du coup, oui, au sein de la catégorie, avoir un indicateur de bah lui c'est un très bon dans cette catégorie quoi. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, enfin, ce qui est marrant, c'est, je sais pas si vous en avez parlé, mais est-ce que, par exemple, il y a un aspect de dans le recrutement ou les prolongations, on vise à avoir beaucoup de joueurs avec le même profil pour pouvoir répéter la même identité pendant 40 minutes, pas 48. Ou est-ce qu'il y a plutôt un côté où on va chercher des profils qu'on n'a pas du tout et du coup pour avoir un profil différent de ce qu'on a, quitte à ce qu'il apporte des compromis autre part, par exemple, voilà. Mais est-ce il y a un peu de ça ou pas? Mais ça dépend de à quel point tu as de la flexibilité en réalité. Parce que du coup, par exemple, Le Mans l'année dernière, Flexibilité financière? bah même d'attraction. Parce qu'entre guillemets, du coup, si tu joues pas en Europe, déjà, t'es moins attractif et pour les joueurs âgés et pour les jeunes. Parce que du coup, pour les jeunes, ça fait beaucoup moins de matchs pour être scouté. En gros, si tu joues que la Betclic Elite, tu joues 30 matchs dans la saison. C'est peu, entre guillemets. Et d'un autre côté, ça veut dire que tu t'entraînes toute la semaine. Et ça, les joueurs en fin de carrière ou tu vois en fin de prime, s'entraîner toute la semaine, ils l'ont fait toute leur carrière. Ils préfèrent jouer 2 matchs, tu vois, dans la semaine et être plus concentrés sur des matchs que sur juste faire des entraînements. Du coup, tu as déjà ce truc-là tu as moins de flexibilité. Tu as aussi les contrats qui sont en cours. Et tu as aussi le fait que les Américains, souvent, en France, ils signent que pour une saison.
Du coup, tu sais pas à quel point tu vas créer une identité pour pouvoir la répercuter sur le long terme parce qu'en réalité, tu es dépendant d'énormément de trucs. Donc, je pense qu'il y a tellement de choses qui viennent de l'extérieur que tu maîtrises pas je peux pas dire que c'est du bricolage, mais je pense que tu fais plus avec ce que tu arrives à obtenir. Tu vois, t'as des vrais trucs que tu veux avoir. Tu vois, des mecs qui soient capables de casser une défense. Tu vois, des mecs qui soient capables de faire des drives et de déborder et de générer des aides. Ça, c'est des trucs que tu vas rechercher en priorité. Des joueurs qui soient des rim runners, tu vas rechercher aussi en priorité. Des trucs comme ça, mais c'est pas sûr que tu les aies, tu vois. Et du coup, une fois, si t'as pas ces joueurs-là, bah, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as déjà? Et aussi, potentiellement, aller chercher, bah, du coup, chez les espoirs. Donc, tu as une grosse partie qui est hyper importante, c'est du coup le recrutement des jeunes que tu mets au centre de formation. Et parce que du coup, il y a aussi beaucoup du budget qui part là-dedans, parce que du coup, il faut assurer les frais scolaires, des trucs comme ça. Donc, tu as aussi une grosse partie qui vient de là. Et en sachant qu'en France aussi, je sais plus, je crois qu'il faut avoir 6 ou 7 joueurs français ou certaines parties de ton effectif qui est français. Donc, enfin, je veux dire, la flexibilité est tellement restreinte que tu fais plus comme tu peux que comme tu veux. Enfin, de Mais ce que j'en ai compris. ouais. Et pour les jeunes, il y a un côté aussi intriguant, enfin, qui doit pas être facile parce que. Alors, précise bien que c'est de l'eau hein, que tu bois. Précise bien que c'est de l'eau que tu bois. Il est 11h14 du matin. Pour l'instant, c'est de l'eau. Non, mais il y a un côté où, pour les jeunes, alors je pense que du coup, là, c'est un truc que t'as pas forcément vu, mais tu sais, il avait parlé aussi de, bah, en fait, eux, au sein de leur entraînement, tu sais, il y en a qui ont des feux, en gros, c'est un peu comme la circulation pour shooter, par exemple. Sur le shoot, l'indicateur du shoot, c'est feu vert, feu jaune ou feu rouge, quoi. Et du coup, bah, tu vois, c'est intéressant parce que une saison, c'est très peu de matchs. Donc, si un joueur a joué très peu de saisons, il a joué très peu de matchs. Encore plus si c'est un jeune, quoi. Il a joué très peu de minutes dans très peu de matchs. Donc, comment est-ce que du coup c'est que du scouting beaucoup plus terrain, enfin j'imagine que oui, ou est-ce que pour le recrutement ils font un peu confiance aux petits échantillons de shoot qu'ils ont par exemple. T'as tous les matchs espoirs en vrai. Parce que du coup, les espoirs, ils ont joué. Genre par exemple, les joueurs espoirs du Mans, ils ont joué contre l'équipe espoir de Chalon. Et ensuite, certains ont été sur le banc contre les pros. Mais t'as l'échantillon assez large de ce qu'ils font en espoir. Et du coup, tu es capable de voir aussi comment ils performent en espoir sur des grosses minutes. Et sur les petites minutes qu'ils ont contre les pros, qu'est-ce qui ressort? Et du coup, il faut que tu affines un petit peu ta ligne de lecture. Mais du coup, tu as un échantillon qui est quand même suffisant sur les tirs qui peuvent, par exemple, en termes de shooting, ils prennent plus de lancers francs du coup chez les espoirs et tu as un plus gros volume de tirs. Et aussi, les mecs se connaissent un peu tous, entre guillemets, du coup, ça s'échange beaucoup. Il y avait dans la semaine, il y avait une question de est-ce que X ou Y va être blessé? T'as le directeur sportif qui essaye d'appeler des gens, nanana, t'as un peu ce truc-là. Puis ils reçoivent aussi des coups de fil d'agents qui peuvent leur proposer des joueurs. Du coup, ils posent un peu des questions. Pourquoi là, ça s'est pas bien passé? Pourquoi ça s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec son shoot? Et tu vois, après, ils regardent énormément de trucs, genre la forme des jambes. Enfin, tu vois, je te disais aussi quand on parlait, genre, est-ce que le mec, il a le cul haut ou pas De qui on parlait? Bah, je vais peut-être pas dire son nom du coup, mais du coup, Je sais plus. il parlait d'un jeune espoir, entre guillemets, Oui, qui mais est pas un joueur, qui est pas un joueur du MSB. Voilà, comme ça, au moins, genre, faut pas chercher au MSB. Mais on parlait d'un jeune espoir français potentiellement. Et il disait, bah, en fait, tu vois aussi sur les images que le joueur a le cul bas. Et que du coup, ça veut dire que potentiellement, il essaie pas. Et puis, il est un peu, tu vois, il n'y a pas que le Cuba, mais du coup, le Cuba, c'est un indicateur un petit peu que, voilà, physiquement, il fait pas forcément tous les travaux physiques qui font que tu vas te maintenir en forme, éviter les blessures et être en meilleures conditions physiques, entre guillemets. Et il regarde énormément de choses, la largeur des hanches, est-ce que tu as les jambes en Y ou en X ou pas, genre les appuis, l'orientation des genoux, l'orientation des chevilles. Enfin, bon, il passe, il passe les joueurs un petit peu sous microscope, mais constamment. Et ce qui est hyper cool, c'est qu'en fait, ils ont l'occasion de voir énormément de matchs en direct et genre au tout bord du terrain. Et c'est vrai que pour avoir passé la semaine du coup avec eux au bord de terrain, que ce soit en match, en entraînement ou pendant le match des espoirs, ouais, tu vois quand même beaucoup plus de taille. C'est très frustrant parce que t'as pas de replay. Il y a des fois où tu voudrais faire genre, attends 2 secondes là,
Donc ça, tu peux pas. C'est hyper chiant. Tu veux mettre en 0,5 ou des trucs comme ça, tu peux pas. Ouais, Quoi. ouais. Mais par contre, genre l'orientation du regard, enfin tellement de trucs, de la communication et tout, qui sont beaucoup plus flagrantes en vrai. Et du coup, la qualité de ce que tu vois et la compréhension de ce que tu vois est quand même bien meilleure. Ok. Et ben justement, en parlant du bord terrain, alors je sais pas si tu veux parler du coup des sideline action et des baseline action. Ouais, en vrai, c'est même pas le vendredi, c'est le samedi matin qu'ils font les baseline et les sideline action. Donc c'est le dernier entraînement le matin avant le match. Du coup, c'est avec très peu d'intensité. C'est juste pour préparer, entre guillemets, quel coverage ils font. Et du coup, justement, là, il préparait, enfin, il expliquait qu'il fallait faire des jump switch. Donc ça veut dire que quand il y a un écran, c'est le mec qui défend, le mec qui met le ballon en jeu, qui switch sur le corner après l'écran off-ball pour que libérer un mec dans le corner, et c'est le joueur qui défendait sur le gars qui a pris l'écran qui va défendre le mec qui remet le ballon en jeu. C'est juste ça, tu vois, par exemple, qu'ils ont bossé. Ok. Parce qu'il y a d'autres sideline action qui sont très connus et que c'est toujours les mêmes qui sont joués et ils savent quel coverage. Donc, tu vois, ça va, c'est du par cœur presque. Ouais, ils doivent juste répéter peut-être les noms que Chalon il leur donne s'ils les connaissent, mais c'est à peu près tout. Et s'il y a un truc spécifique à Chalon, ils le bossent, quoi. Tu vois, je pense que s'il y avait une série en 7 contre les Celtics, vu que tu as fait une vidéo sur le stagger exit des Celtics, tu vois, là, il serait calé dessus, quoi. Ouais, mais peut-être que si je joue contre les Celtics, peut-être que j'aurais un two-way contract juste pour la série, genre pour pouvoir aider un peu au scouting. Ouais, peut-être. Mais non, moi je voulais parler plutôt d'un truc, alors pas qui m'a frustré. Pas besoin de faire cette tête, hein, pas besoin de faire cette tête. Mais non, mais le match, au final, Le Mans s'est imposé assez largement. Surtout que, alors si je dis pas de bêtises, ils avaient perdu la semaine d'avant, Le Mans. Ouais. Donc c'était un peu, une victoire pas impérative, mais c'est toujours important de casser la dynamique d'une défaite. Alors en plus, pourquoi c'était impératif, pourquoi c'était important, c'est que Guillaume, il sépare sa saison en bloc de 5 matchs. Et tu vois, dans lui, sa préparation et sa lecture de la saison, et il dit, il faut que je sois à 3-2 à chaque fois. Et si je suis à 3-2 à chaque fois, c'est quasiment garanti que je finis, qu'on ira en play-off direct. En play-off, ouais. Et du coup, là, ils avaient gagné les deux premiers. Ils en avaient gagné un, ils en avaient perdu un, gagné un, perdu un. Donc ils étaient à 1-2. Et le match d'après, ils jouent contre Limoges, qui est une équipe peut-être un peu plus de bas de tableau. Du coup, s'ils gagnaient celui-là, ils étaient en très bonne position pour avoir un nouveau bloc de 5 matchs qui finit en 3-2. Et du coup, ça veut dire que ta saison, tu continues de garder ce momentum que tu as bien embarqué. Surtout qu'en décembre et début janvier, ils ont gagné beaucoup de matchs aussi. Donc, tu as un vrai momentum et que du coup, c'est important de garder ça. Mais d'un autre côté, tu es aussi un petit peu fébrile potentiellement parce que le dernier match que tu as joué, le Portel a beaucoup mieux shooté que ce qui était prévu, mais ça arrive. Et du coup, quand ça arrive une fois, tu es toujours là en mode, si on se reprend un coup de chaud des adversaires et on peut encore rien y faire, ça va être un fer. Ça c'est intéressant parce que le Portel a bien shooté, mais du coup, comment tu réagis en interne? Parce que tu vois, nous, dans notre petit canapé ou dans notre petite chaise de bureau, souvent on dit, bon, il y a de la variance. Quand les Celtics, ils shootent à 50% à 3 points, il n'y a rien à faire. Est-ce que eux, il y a aussi ça? Ou est-ce qu'il y a un peu un truc de, si on s'est pris, je sais pas combien de pourcents à 3 points, 50% à 3 points, c'est aussi parce qu'on a mal défendu, on a ouvert des lignes de passe, on n'a pas fait les close-out, on a mal fait les close-out, etc., etc. Donc bon, j'imagine que la réponse est un peu entre les deux. Oui. Mais est-ce qu'il y a un côté du spectre vers lequel ils tendent plus ou est-ce que parce que j'imagine que du coup nous avec quand les Celtics ils shootent à 50% à 3 points on est un peu des touristes quoi à côté. En fait, il y a un truc un petit peu c'est lié à beaucoup de choses. En gros, ils jouent beaucoup sur de la transition. Donc quand ils jouent contre une équipe qui rentre tous ses tirs à 3 points alors que c'était des tirs pas forcément ouverts ou alors qu'ils avaient bien défendu ou alors des shooters qu'ils avaient décidé de laisser ouverts, tu as ce truc là de genre ça enlève la transition, donc déjà Le Mans offensivement va galérer. En plus du coup défensivement ils sont en difficulté, mais en gros ce qu'il m'avait dit c'est
si le Portel avait shooté genre comme sa moyenne sur la saison, ils auraient été à genre un point ou deux, Le Mans, alors que Le Mans a aussi fait un très mauvais match. Donc il dit qu'au final, un très mauvais match qu'ils ont fait, ça leur permettait d'être limite dans la course et limite de le remporter s'il n'y avait pas eu une grosse surchauffe de l'autre côté du Portel. Donc en fait, c'est plutôt, ils voient un peu le truc de disons, bah, en réalité, on a un niveau plancher qui est quand même vraiment pas Bon. mal parce que on peut faire bah, le pire match possible et si l'équipe en face n'est pas en surchauffe, bah, on est quand même encore dans le match. Et en plus, c'est à l'extérieur, le Portel, ça a l'air d'être un public qui est assez chaud et qui permet d'emporter le match, donc je pense que ça a pas mal joué aussi. Il y a une grosse notion humaine, hein. Franchement, il parle énormément de l'influence du public, de l'influence de certains joueurs, tu vois, à quel point certains joueurs vont marquer des points importants, des choses comme ça. Il y a une vraie notion. C'est pas de la narrative extérieure pour les médias, c'est vraiment pour eux, c'est des choses qui sont hyper importantes, tu vois. Et donc, Des j'ai trouvé ça. momentum, des Ouais, winning plays, des choses comme ça, quoi. et non, des trucs que nous, par exemple, on discute rarement, entre guillemets, on met pas trop le point là-dessus. C'est vrai que l'aspect psychologique et humain est hyper important dans toutes leurs discussions. Bah, ouais. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais du coup, juste pour finir sur comment ils voient la défaite, bah, t'as un truc de genre, il y a des choses à apprendre, parce que du coup, bah, forcément, on a fait des erreurs si on a perdu. Mais il y a aussi le truc de, bah, en fait, on a un niveau plancher qui est quand même pas mal du tout, parce qu'on aurait pu rester dans le match s'ils n'avaient pas été en surchauffe. Et il y a aussi Et le truc de, tu joues des matchs de basket, donc il y a des ouais. fois, tu maîtrises pas, quoi. Donc il y a quand même un côté de, bah ouais, bah il y a la surchauffe, tant pis, enfin, entre guillemets, Après, je pense que ça on dépend du peut coach, pas. tu vois. Oui, oui, évidemment, évidemment, je Guillaume, pense que. tu l'avais rencontré aussi, c'est quand même quelqu'un qui est tourné vraiment vers le positif et apprendre Ouais, et aller de l'avant. Donc, évidemment. je pense que ça joue beaucoup aussi en termes d'approche que tu te retransmets à l'intérieur de ton vestiaire, quoi. Ouais, ouais, oui, oui, évidemment, évidemment. Et attends, mince, j'ai complètement zappé ce que je voulais dire d'autre. Je voulais dire deux choses. Je sais pas, tu voulais me demander des trucs sur le match, je crois. Ouais, mais ça c'était avant ça. Attends, Vas-y, pardon, j'ai pas de soucis. un énorme trou en plein podcast. On parlait de quoi là juste à l'instant de la variance à 3 points, nanana, des winning plays. Oui, bon, en fait c'est pas très intéressant en plus. Mais je voulais juste dire D'accord. que, tu vois, nous au final, on ne nie pas que ça existe. C'est juste que je pense que de Bah, l'extérieur, c'est hyper difficile à on a comprendre. aucun, voilà, on a aucun, on peut pas avoir ce ressenti que t'as quand t'es à l'intérieur d'un vestiaire. On a que, voilà. C'est con, mais voilà. Mais Marcus Smart, oui, il avait un côté energizer, etc. Mais, mais au final, tu vois, nous, on peut pas trop le ressentir non plus, ce genre de choses, ou le côté humain dans le vestiaire, ou des choses comme Bah, ça, quoi. on est obligé de croire ce qu'on nous dit. Et en Voilà. fait, je pense que là, toi comme moi, on a un peu des limites là-dessus. C'est que on va pas forcément croire ce qui se dit en conférence de presse et tout, parce qu'on sait que c'est de la communication. Et du coup, c'est parfois un peu dur de se laisser porter par ça. Et on préfère, genre, croire ce qu'on voit. Et du coup, ce qu'on voit, bah, c'est c'est les 48 minutes sur le terrain. Et le reste, on y porte moins d'attention parce qu'on a. Je pense que c'est moins authentique, entre guillemets. On n'a pas forcément la Mm. vraie version de ce qui se passe. Alors qu'au Mais, sein d'un coaching ouais. staff, c'est un peu plus proche, entre guillemets, de la réalité, ou en tout cas de leur réalité, quoi. Et au final, je pense que le côté humain, il joue beaucoup sur, tu vois, faire les petits détails le jour du match. Enfin, Ouais. j'ai l'impression. Mais, tu vois, de ce que tu racontes, tu as quand même 90% du match qui se décide sur bah, la préparation, quoi. La tactique, si tu as Ouais. bien fait ton truc, c'est ça qui te permet d'être dans le match ou pas. Et après, c'est peut-être, oui, cette action en particulier Ouais. qui va faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, quoi. Mais ouais, bon. Mm. Voilà. Mais du coup, en parlant Ouais. du match, tu vois, dans l'article, tu t'en parles très rapidement. Mais du coup, je te laisse un peu la parole de Le Mans a gagné, une grosse victoire. Et du coup, tu en as parlé un peu. Les premières actions, c'était vraiment les systèmes qui ont été travaillés. Mais toi, si tu devais faire un peu le récit, tu vois, tactique du match, qu'est-ce que tu as vu que Le Mans a très bien fait par rapport à Chalon? Est-ce qu'il y a eu de la variance à 3 points? Si tu devais un peu voilà, raconter le match tactiquement comme on le fait très souvent, tu vois, que ce soit dans la quotidienne ou qu'on soit sur un Mm. thread ou sur un article ou quoi, si tu devais un peu le raconter, qu'est-ce qui s'est passé quoi, entre le MSB et Chalon? Et bah, en fait, l'exécution a été très bonne au début de match. Et c'est hyper important parce que moi j'ai fait un mini. J'ai utilisé un peu de la data pour récupérer les scores du Mans
sur tous les matchs qu'ils ont joués en Betclic. Et j'ai vu qu'ils faisaient leurs différences beaucoup sur le deuxième et le troisième quart-temps, mais que parfois ils étaient déficitaires au premier quart-temps. Le problème, c'est que Chalon, c'est une équipe du coup qui peut prendre feu un petit peu à 3 points, créer un momentum de son côté et tuer un peu le match dans l'œuf. Du coup, il y avait une vraie nécessité du coup d'avoir un très bon début de match. Et en plus, du coup, la line-up de départ a été un peu adaptée du coup en faisant rentrer Abdou Ndoye dans le 5 de départ. Alors que du coup, il revient de blessure, mais vu qu'il avait fait une super semaine et qu'il y avait une vraie volonté de le mettre en avant tactiquement, bah du coup, il est rentré directement aussi dans le 5 majeur et il a été utilisé très fort, très vite. Et en fait, ils ont commencé le match par un 11-0 en défendant genre très correctement comment ils avaient préparé, en faisant bien les steps sur les pick and roll, en venant pas à plus de 1 sur les post-up et justement en faisant le plus possible le deny du post-up. Donc ils ont été hyper disciplinés même au niveau du safety en défense. Et en attaque, ils ont exécuté les plans d'attaque qu'ils avaient préparés et ils sont vite projetés en transition après les stops défensifs. Donc tu vois, c'est là où le match il est intéressant, c'est qu'il bascule très vite. Il y a très vite 11-0. C'est basé sur le travail défensif qu'ils ont fait le mercredi, le travail de stop and score and stop qu'ils ont fait aussi le mercredi et le travail du jeudi sur les systèmes qu'ils avaient travaillé pour mettre en avant du coup les arrières porteurs de balles, pas forcément shooter. Et du coup, tactiquement, quand t'as vu la préparation, t'as vu la recette et t'es en train de voir le mec qui cuisine, t'es là genre ouais, franchement c'est cool. Franchement, moi j'ai passé j'ai passé un super moment par rapport à ça et en plus bon bah ils ont rentré leurs 3 points, genre beaucoup plus que d'habitude et le ballon a très bien bougé et il y a très vite une effervescence et en plus de ça le problème c'est que la Chalon ils ont eu beaucoup de mal entre guillemets à se créer des vrais décalages parce que du coup ils ont bien tenu leur match-up de 1 contre 1 et ça c'est hyper important et les 2-3 fois où ça n'a pas été le cas il y a eu très vite ça dépend beaucoup de Noah Penda quand même qui du coup souvent a défense sur le meilleur porteur de balle et du coup quand c'était pas le cas ou quand il y avait besoin de vite recadrer la défense, il y a eu des temps morts. La gestion des temps morts était hyper intéressante aussi à regarder de juste derrière le banc parce que du coup tu vois les assistants échanger entre eux avec Guillaume Vizade et même entre eux, avec les joueurs qui sont sur le banc ou avec ceux qui sont sur le terrain pendant les lancers francs. Donc tu arrives à avoir une meilleure même compréhension du momentum qui est en place et à quel moment ils prennent les temps morts et en fait ils ont eu une exécution du game du plan de jeu qui a été très bon et ils ne sont jamais trop laissés déborder et ensuite en deuxième mi-temps ils ont des intérieurs du coup Chalon qui sont grands, très bons sur post-up mais peu mobiles à l'inverse du coup de ceux du Mans qui sont plus petits, plus rapides et en plus plus techniques balle en main et du coup ils les ont attaqués, ils ont fait ressortir les grands sur des pick and roll parfois avec même 2 écrans ou alors ils les ont attaqués tout simplement avec de la high post offense et avec tout simplement des drives des intérieurs. Donc en fait, ils les ont attaqués là où ça faisait mal et ils ont hyper bien réussi à faire sortir les grands pour pas qu'il y ait de protection de cercle et à punir leur manque de mobilité quoi. Et du coup, c'est marrant parce que c'est un profil atypique comme équipe quand même Le Mans parce que du coup, il n'y a pas de taille, il n'y a pas de rim runner tout simplement. C'est quand même un peu la base un petit peu du basket moderne. Les rim runners et les pick and roll, il n'y en a pas. Et même leurs porteurs de balles sur pick and roll, ils sont un peu atypiques parce que du coup, c'est soit des mecs qui sont plutôt shooters. Genre Trevor Higgins, il va très vite souvent être blitzé ou avec des hard edge parce que du coup, il a un peu plus de mal sur la passe et c'est surtout que il est à 45% à 3 points. Du coup, les mecs, ils veulent lui retirer le ballon le plus possible. Franchement, ce mec-là, au tir, c'est lunaire. C'est absolument lunaire et j'étais vraiment sur le cul. Il en a mis des trucs incroyables sur le match. C'était très très cool. Et bref, du coup non, le match est super bien exécuté. La variance à 3 points tombe de leur côté aussi. Mais franchement, ils ont exécuté le plan de jeu comme il fallait. Et cette fois, ils n'ont pas gagné via la bataille des possessions, mais via une exécution tactique qui était très bonne pour générer de l'efficacité. Donc ça, c'est bien aussi. Ça change un petit peu des autres types de victoires qu'ils peuvent avoir parfois, qui sont plus sur justement générer une bataille des possessions. Et du coup, voilà, c'était plutôt bien exécuté avec leur force. En fait, ils sont battus avec leur force et ils ont attaqué les faiblesses des autres, tout simplement. Plutôt qu'être victimes ils ont pris un peu le match à leur compte, entre guillemets, parce que du coup, leur force pourrait être leur faiblesse aussi, tu vois, le manque de taille. Mais non, ils étaient prêts. En vrai, ils étaient prêts et c'était cool de voir une équipe qui se prépare et qui arrive le jour J et qui est prêt. Et parce qu'en fait,
sais, c'est pas comme. Il y a tellement d'impondérables, et vu que c'est un jeu d'opposition de basket, bah, tu peux être prêt autant que tu veux. Si ça se trouve, les mecs en face, ils sont juste plus près que toi Ouais, et ouais, ça ouais. va pas marcher. Donc, quand les choses fonctionnent bien, c'est intéressant. Je serais très curieux de voir un match qui se déroule pas aussi bien et il y a plus d'adaptation pendant le match. Mais là, c'était cool de voir un truc un peu genre Bah, parfait où tout s'est bien passé, quoi. ouais, j'allais dire, est-ce que tu as senti des espèces de contre-ajustements ou des tentatives de contre-ajustements de la part de Chalon ou pas forcément et finalement ça a été un match qui a été un peu abandonné Ils ont été sur la très route. vite limités parce que, en fait, leur meilleur joueur, enfin, moi, je trouve que leur meilleur, Berson, il a pris deux fautes techniques assez vite. Donc, ils ont Ah, été très vite limités sur ce qu'ils pouvaient en faire. Du coup, il y a Jeremiah Hill qui est un shooter un peu fou, qui a pris un peu le jeu à son compte, mais du coup, bah, c'est pas toujours très efficace. Tu vois, c'est un peu un joueur qui. C'est un peu une cocotte minute, mais du coup, qui va beaucoup créer pour lui et pas trop pour les autres. Et les joueurs à l'intérieur, du coup, ils ont mis un peu leur post-up. Ils les ont pas mal attaqués sur du post-up quand ils arrivaient enfin à les trouver. Mais du coup, ils concédaient des post-up qui sont pas du coup non plus le truc le plus efficace. le plus rentable, ouais. Et en fait, ils ont concédé le jeu comme ça. Et ça s'est franchement bien passé, ouais. Ok, bah très cool, trop cool. Et, euh, et alors, attends, avant de finir, du coup, tu voulais parler un peu des discussions que tu as eues peut-être après le match avec certains joueurs, c'est ça? Non, bah, ça va être en détail, mais c'est vrai que c'était cool de pouvoir parler avec un joueur pendant juste plus de, genre, une question de 30 secondes, comme j'avais fait à Boston, un peu plus dans le détail sur, bah voilà, comment ça s'est passé le match. Du coup, c'est Wilfried Yeguet qui est le capitaine en plus du Mans, et qui est quelqu'un qui a l'air brillant, en tout cas du peu que j'ai échangé avec lui. C'est très intéressant. Et du coup, on échangeait un petit peu, bah voilà, sur qu'est-ce que ça fait de jouer contre son ancien coach, jouer contre Chalon, à quel point c'était important et comment eux l'avaient anticipé. Lui, tu vois, pour le coup, était pas impressionné par l'adversaire. Il disait, bah oui, on a gagné, mais c'est normal. En gros, Ah ouais? on est devant eux au classement, ils sont à l'extérieur, ils ont pris une tôle aussi le match d'avant. Enfin, pour lui, tu vois, il n'y avait pas d'excitation quelconque en vrai. C'était, bah oui, on a Hmm. gagné le match parce qu'en même temps, bah, on est une C'est meilleure équipe et voilà. Genre, du coup, c'est la moindre des choses, quoi. bah, c'est pas la moindre des choses, mais c'est comme ça que ça aurait dû se passer. On s'est bien préparé. Il y avait quand même le sentiment On d'avoir a, été bien on a fait le préparé. job. Ouais, d'avoir été bien préparé par le coaching staff, et ça, c'est trop cool parce que du coup, bah, coaching staff aussi, ça permet de gagner. L'équipe gagne en confiance vis-à-vis du coaching staff, le coaching staff gagne en confiance vis-à-vis de lui. Donc, tu as un truc aussi d'effervescence un peu et de construction petit à petit, jour après jour, de la confiance que tu génères au sein du groupe, du club. Hmm. Et ça, c'est top. Et ensuite, ouais, on a parlé, je disais, ouais, vous couvrez beaucoup plus d'espace, entre guillemets, vous aviez plus d'envie. Et c'est là où il me dit, oui, mais c'est notre métier. Je dis, mais ça va un peu plus loin que ça parce que je lui dis, bah, vous avez des profils plus petits, mais du coup, vous couvrez plus d'espace. Et je lui dis, même que ce soit à l'entraînement ou que ce soit pendant les matchs, le fait d'avoir des intérieurs aussi mobiles, vous allez beaucoup plus loin. Et je lui disais, ça me fait penser un peu genre comme au volleyball où il y a un peu l'évolution du Japon qui était une équipe. Du coup, tu vois pas où je vais en venir, mais je pense que ça arrive. Le Japon, ça a été une nation de volleyball qui s'est toujours fait enfin, qui s'est souvent fait battre parce que du coup, les mecs étaient plus petits. Parce que bah, c'est juste dans la génétique, quoi. Et quand ils ont arrêté de vouloir jouer comme les autres, à protéger le filet, mais du coup, qu'ils se sont rendus compte qu'en étant plus petits, bah, ils étaient plus mobiles latéralement et frontalement, et tu vois, de pouvoir bouger, bah, tu pouvais couvrir l'espace d'une autre manière, entre guillemets. Et tu vois, un terrain de basket, c'est cubique, c'est en hauteur et c'est en largeur. Et du coup, si tu te fais dominer sur la hauteur, tu peux gagner des espaces sur la largeur, défensivement, bloquer certains trucs. Et du coup, bah voilà, c'était un peu la conversation de comment tu t'es bien préparé là-dessus et tout. Et c'est vrai que oui, il disait, en effet, ils les ont fait beaucoup plus sortir, ils les ont fait beaucoup plus courir, et ils ont réussi à pas les laisser rentrer dans leur match aussi sur les post-up. Donc non, ils étaient contents et c'était cool, ouais, Ça, juste de pouvoir échanger comme ça avec un joueur après match à chaud, quoi. ça me fait penser vachement à OKC, ce que tu dis quand même, la défense. Tu sais, très horizontale, très Ouais, undersize un peu, très, on couvre énormément de terrain rapidement, etc. Mais carrément. ouais, mais bon, enfin, j'imagine qu'il n'y a pas forcément, pas forcément d'influence là-dessus. C'est aussi bah, les profils des joueurs, tu essayes de les maximiser, quoi. Il y a
Ouais, et peu puis de t'as ça, un quoi. profil comme Noah Penda qui est un poste 3 qui peut défendre sur des intérieurs et des extérieurs. Très C'est ça- switchable. c'est assez fantastique quand même, hein. Défensivement, bah, l'envergure qu'il peut avoir et tout, genre c'est fort et du coup bah, les peu de fois où il se fait dépasser, tu le remarques et ça arrive pas souvent et en plus il peut très vite revenir et puis ils sont assez intelligents sur les aides, ça Hmm. communique bien et Abdou Ndoye du coup qui est un poste 1, le joueur qui n'était pas toujours respecté à 3 points mais qui peut apporter de la protection de cercle, qui est très bon sur les aides et ils ont pas mal de joueurs qui sont ils jouent petits, mais leurs arrières et certains de leurs ailiers, comme David Guileo aussi, qui est un shooter, sont un peu oversize quand même. Et du coup, c'est très homogène. En vrai, c'est très homogène et du coup, Ouais, ça permet d'avoir ok. des step and recover qui sont intéressants où tu perds pas trop le temps où tu switches momentanément parce qu'en réalité, il n'y a pas un énorme décalage non plus. Et ça reste des mecs très intelligents en vrai. En tout cas, les mecs avec qui j'ai échangé et la manière dont ils jouent, j'ai trouvé l'approche très intelligente. Et donc voilà, moi j'ai passé une super semaine. Et c'est vrai qu'on en a parlé, enfin tu m'en avais parlé, et du coup je suis allé voir parce que j'avoue que la Betclic Elite cette année, vraiment, j'ai pas trop regardé. C'est Ouais. vrai que Noah Penda, il est musculeux, on va dire, quoi. Il, il prend de la place, quoi, sur un terrain de basket. Enfin, il est très large d'épaule, je trouve, quoi. Ah oui, la Parce que, densité musculaire. Oh. ouais, parce que même sur les vidéos, du coup, que je suis allé voir un peu, ça saute aux yeux, quoi. Mais t'avais l'air de dire qu'en vrai, encore autre chose, quoi. Ouais, l'envergure en vrai face à des porteurs de balles, c'est impressionnant, surtout la vitesse à laquelle il déplace son corps et son envergure, quoi. Hmm. Bah, on lui souhaite en tout cas de se faire drafter au premier tour parce que c'est Ouais. un peu l'enjeu de sa saison. Un peu l'enjeu de sa saison. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Pour ceux qui ne le connaissent pas. Et bah, du coup, on arrive à la fin de ton voyage, Azad. Bah ouais. Ton petit road trip. Est-ce que tu aurais quelque chose dont on n'a pas parlé, quelque chose que tu aimerais bien faire à l'avenir, enfin faire à l'avenir. Dans le cadre du Mans, hein, évidemment. Y retourner, Ouais, est-ce que bah tu as ouais, quelque chose à rajouter? je pense que ça donne envie d'y retourner, puis surtout de pouvoir travailler un peu en amont encore plus sur des trucs autour des analyses de données. Maintenant que j'ai le contexte humain un peu plus poussé, on n'en a pas parlé, mais du coup j'étais aussi en contact avec l'équipe de préparation physique pour pouvoir potentiellement les aider aussi avec de l'analyse de données plus orientée sur les performances basket, parce que du coup ils mesurent les charges de travail, le bien-être, toutes ces choses-là. Et du coup, ça peut être potentiellement essayer d'être lié ou corrélé avec la performance basket, donc voir comment ça pourrait être possible aussi. Bon, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées. Après, voilà, à quel point c'est possible aussi, hein. C'est pas du tout. Je fais absolument pas partie du club de quoi que ce soit. Je suis juste un Un stagiaire de. kiffeur. Je suis juste, ouais, genre j'étais en stage de troisième d'observation, quoi. Donc voilà, il n'y a rien de plus que ça. Mais si moi je peux aider dans quoi que ce soit, je le ferai avec plaisir en tout cas. Hmm, hmm. Évidemment, évidemment. T'es devenu un peu fan du MSB quand même, Je suis avec devenu la force des totalement choses. fan du MSB, ouais. Ah ouais? J'étais le premier fan pendant le match. Bon, je suis resté assez calme quand même, mais Ah, j'allais dire. concentré sur l'objectif, abattre l'ennemi. Mais non, franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Ouais, je pense qu'en tout cas, je suis assez convaincu que j'aime bien le basket après une semaine pareille, en tout cas. Si j'avais un peu des doutes là maintenant, je pense que ça y est, je suis sûr que j'aime bien le basket, ouais. Ouais. Eh Ouais. bien, je viens de reperdre ma cam en plus. Ouais, parfait. Donc, je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment de conclure. Je vais pas la relancer. On arrive à peu près à la fin en plus. En tout cas, c'était très cool à faire. Ouais, c'est grave cool. Ça t'a plu? Bah écoute, oui, bon, tout me plaît, hein. Tu sais, je suis un kiffeur, comme tu dis. Un kiffeur. Un kiffeur max. Non, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ça très cool aussi à faire de mon point de vue, enfin, alors que je n'y étais pas. Ouais, je vais y arriver. Et j'espère que ça a été très cool à écouter Oui. pour vous, les auditeurs. On vous remercie en tout cas de nous avoir écouté pendant quoi 1h19 au Allez, moment où on tourne. 1h19, donc ça fait un bel épisode. Très très cool à faire. N'hésitez pas à nous dire, attention, on a besoin de vous. À partir de l'épisode 100, comment on va faire? Qu'est-ce qu'on fait au début des épisodes? T'as des idées, Azad?
Non. Est-ce qu'on fait les joueurs, genre 101, on prend les joueurs numéro 1? Et 100, on prend le 0, du coup? Robert Parrish, Mhm. Par exemple. Par exemple. Bénédicte Mathurin. Ouais, mais Mathurin, c'est le double 0. Bah, Robert Parrish aussi. Hein. Ah. Mais du coup, Bah, quand dans est-ce qu'on 100 fait le. dans 100, Quand il y est-ce a qu'on deux. fait. Oui, mais quand est-ce qu'on fait. Oui, mais le 101, on va pas faire le numéro 01. On fait que le Ouais. 1. Ouais, c'est pas faux, ouais. Donc là, à quel moment on fait le 0 simple? Ouais, je sais pas ce qu'on va faire. Mais est-ce qu'on continuera à faire des podcasts après le 99? C'est toute la question. Bah, on fait au moins le 100, quoi. On recommence à zéro. On recommence à 0, ouais, on recommence à 0. Bah oui, Sinon, on fait c'est les ça. Pokémon après. Oh non, 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 non. Alors là, je suis désolé, je suis pas. Voilà, je suis un. Je suis pas un fan de Pokémon. Voilà. Ah, parce que t'es un fan de département, peut-être. Bah, bien Non, mais- sûr. Bah, bien sûr. Mais non, mais les départements, ça parle à tout le monde, les Pokémon. Bon. Allez, bon, on On trouvera on bien trouvera un une truc. idée. Oui, je pense que je suis pas inquiet. On trouvera une idée. Bah, en tout cas, voilà. Merci, Azad, de nous avoir fait part de ton expérience. Bah, de ton merci à toi expérience de m'avoir kiffer. écouté. Et bah, avec plaisir. Et comme d'habitude, alors, je te laisse le mot de la fin. Mais avant, je te laisse réfléchir au mot de la fin. Et pendant ce temps, pendant que tu réfléchis au mot de la fin, eh bien, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Stephen Curry et James Harden qu'on a sorti, qui est Sur sorti. James Harden et Stephen Curry plutôt. J'ai dit quoi? T'as dit Stephen Curry et James Harden. Je mettrais quand même James Harden devant. Après, c'est personnel. Hein, mais Ah ouais, ok, ok. mais Bon. tu sais, toute la Moi, je question comprends. de la Oui, vidéo. oui. Bah, si vous voulez comprendre pourquoi il dit ça, peut-être allez voir la vidéo. Et voilà, simplement. tu vois. Et voilà. C'est Et du voilà. teasing. Et ouais, mais C'est moi, du teasing. Je fais Non, mais marketing en BTS, donc... T'es un pro, non mais je fais face à un professionnel. Non, bah en tout cas, voilà. Donc n'hésitez pas à la voir. On est assez content du rendu. En vrai, ça aurait dû être l'épisode 1, hein, clairement. Tellement c'est l'épisode qui pose les bases de la Ouais. NBA d'aujourd'hui. Mais c'était un épisode compliqué aussi à faire. Donc voilà. En attendant, j'espère que Azad a eu le temps de réfléchir au mot de la fin. Moi, je vous dis à très très vite sur le Dreamcast Show. Et je te laisse la parole. Bah, allez, le MSB, hein. Direction l'Eurocup. Allez, le MSB. Allez. Allez, bisous. Ciao. Ciao, ciao.